Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un point lecture avec 6 titres. Je vais donc faire le bilan de toutes mes lectures réalisées dans le courant du mois de mars en lien avec le ridathon SFFF qui a été proposé par Perfect Flow. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'informations. Et donc, on va démarrer comme d'habitude de ce qui m'a le moins plu à ce qui m'a le plus plu et on va démarrer par malheureusement un abandon. Et j'ai laissé tomber Dune, le tome 2 de Frank Herbert, le Messie de Dune, que moi j'ai ici aux éditions Pocket. Voilà, il y a encore le post-it où je me suis arrêtée. J'ai lu 100 pages, je crois. Ouais, c'est ça, 106 pages. Alors, si jamais vous ne connaissez pas Dune, dans le tome 1, on va découvrir la planète Arrakis, sur laquelle on récolte l'épice. Alors comment on pourrait appeler ça quelque chose, une matière qui est récupérée, enfin exploitée à partir de cette planète. La planète est entièrement désertique et cette matière, elle est extrêmement importante dans l'univers de Dune. Dans le premier tome, j'avais vraiment beaucoup aimé découvrir l'univers, découvrir la planète, comment elle fonctionne, découvrir les vers des sables, découvrir la famille des Atreides, puisqu'on va suivre principalement Paul, qui est la famille qui va s'installer sur la planète Arrakis pour l'exploiter en remplacement d'une autre famille. Et dans ce tome 2, alors déjà il est beaucoup plus petit, c'est vrai que j'avais trouvé ça un peu curieux, mais bon, pourquoi pas, après un énorme pavé, c'est vrai que ça faisait du bien d'avoir quelque chose de plus court, et puis l'univers est posé du coup avec le tome 1. Et là franchement ce qui m'a complètement fait lâcher prise, c'est l'écriture de Frank Herbert et la manière dont il construit son histoire. C'est-à-dire que là on a, alors c'est vrai que déjà dans le tome 1 on n'avait pas énormément d'action, on était quand même beaucoup dans l'univers de Dune, dans la planète, etc. Et là, donc du coup, on a entre guillemets plus de planètes à découvrir puisque Dune, on la connaît déjà. On va être avec... Alors moi, du coup, vu que je me suis arrêtée à 100 pages, on est principalement avec Paul et sa sœur. Et on est dans des discours et des dialogues et des réflexions métaphysiques et des réflexions politiques et des réflexions philosophiques. Et moi, j'avoue qu'au bout de 106 pages, franchement, il ne s'est rien passé quasiment. Les personnages ne font que discuter entre eux de possibles réactions s'il faisait ci, s'il faisait ça. Et moi, je n'en pouvais plus. Franchement, 106 pages de ça, j'ai lâché prise complètement. Alors, est-ce que c'est la traduction aussi? Pourquoi pas, hein? Je sais que la version qui ressort actuellement, c'est une nouvelle traduction. Peut-être que la nouvelle traduction, elle est plus légère et plus digeste que celle-ci, qui est vraiment, je trouve, personnellement... Enfin, moi j'ai pas du tout aimé ça. Alors, on voit quel est l'objectif de ce tome. Mais moi, franchement, j'avais pas du tout envie de passer au-delà des discours et des échanges entre les personnages, des chapitres entiers de discussions, enfin, qui à mon sens n'apportent rien. Voilà, moi j'ai lâché prise, j'ai laissé tomber. Si jamais il y a des gens qui ont lu ce tome 2 et qui ont des arguments contraires aux miens, n'hésitez pas parce que franchement, voilà. Alors je dis pas jamais, plus jamais Dune. Je ne sais pas. Voilà, en tout cas là c'est non et laissez tomber. Donc je lirai clairement pas la suite, hein. Je laisse tomber, je pense, pour vraiment plusieurs années. Voilà, on viendra peut-être dans 10, 15 ou 20 ans, hein, si à nouveau j'ai envie de me replonger dans Dune, mais j'avoue que là, franchement, je suis un peu vaccinée. Le tome 1, de toute façon, se suffit en partie à lui-même, donc je me dis c'est pas très grave. Ensuite, une autre lecture qui est aussi fin de saga. J'ai lu les 2 derniers tomes du Sorceleur, donc le tome 7, La Dame du Lac, et le spin-off, préquel, on ne sait pas trop, La Saison des Orages, donc c'est d'Andrei Sapkowski. Moi j'ai les éditions chez France Loisirs et vous pouvez bien évidemment le retrouver chez Brajlon. Alors, Le Sorceleur, si jamais vous êtes passé à côté de la hype et de la série tirée de cette série de romans, dans Le Sorceleur, on suit Geralt de Rive, un personnage qui est un sorceleur. Et qu'est-ce que c'est dans cet univers? Ce sont des personnes qui sont embauchées par un peu n'importe qui, enfin principalement des gens riches, hein, pour tuer des créatures qui peuplent leur monde, des créatures bien évidemment dangereuses qui les menacent. La question du sorceleur, c'est toujours la même. C'est finalement qu'est-ce qui est plus dangereux? Est-ce que ce sont les hommes ou est-ce que ce sont les créatures? Voilà, on est toujours dans cette cette ambivalence, on pourrait dire. On la retrouve quand même tout au long des 8 tomes. Voilà, on va dire 8 tomes. Donc je suis contente d'avoir fini cette série, je ne regrette pas de l'avoir lu. Par contre c'est vrai que mon bilan en global des 8 tomes il est assez mitigé
Je ne vais pas parler spécifiquement de ces deux tomes-ci, mais mon avis reste le même, hein. Voilà, Monsieur Sapkowski ne s'est pas transformé sur ces deux derniers tomes. L'univers, il est très très chouette. Vraiment, on sent qu'il y a de la matière, on sent qu'il a malgré tout travaillé sur son univers. On a plein de créatures intéressantes. Je regrette vraiment énormément qu'il n'y ait pas de carte au début de chaque tome parce que honnêtement, moi j'ai vraiment eu du mal tout au long de ces tomes à me repérer à plusieurs reprises, à savoir vraiment où j'étais. Des fois j'étais perdue, soyons clairs. Donc ça, je trouve que ça manque énormément. Je trouve qu'il y a beaucoup de longueur et beaucoup de digressions. L'auteur a tendance à parfois partir à nous expliquer certaines choses ou alors à partir dans des discussions politiques qui ne sont pas franchement très intéressantes, qui n'apportent rien à l'histoire en plus et qui nous noient sur des pages et des pages et qui au final ne servent à rien. Il a tendance à passer son temps à introduire de nouveaux personnages. Alors déjà qu'on avait du mal à retenir ce qu'était avant, mais alors au tome 7, il nous réintroduit encore des nouveaux personnages. Enfin, moi, je trouve que c'est trop, c'est beaucoup trop. Voilà, je trouve qu'il a tendance à s'éparpiller, à se disperser, et ça, pour moi, ça reste vraiment le plus gros point négatif. C'est que parfois, vous lisez et vous vous dites, non mais attends, c'est quoi le rapport avec la trame principale? Eh bien, il n'y en a pas, en fait, hein, pas du tout même. Donc voilà, ça, c'est un petit peu dommage. Après, c'est pas du tout une lecture désagréable, hein, sinon je serais clairement pas allée jusqu'à 8 tomes. Je suis contente d'avoir fini. Je suis pas hyper fan de la fin, voilà. Il est parti dans une orientation que je trouve un peu curieuse, mais bon, pourquoi pas. J'ai même trouvé, moi, à mon avis, que ça tombait un petit peu comme un cheveu sur la soupe, mais bon, c'est son choix, voilà, pourquoi pas. Voilà, je suis contente de l'avoir lu. La saison des orages, j'avoue que la première partie du tome, je me suis dit, ah, il a laissé tomber toutes ces digressions, il va partir focus sur quelque chose de très précis. Sur la moitié du tome, effectivement, c'est ça. Et puis au bout d'un moment, il repart à nouveau dans des digressions. Et voilà, c'est un petit peu dommage. Je pense qu'il ne peut pas s'en empêcher. Mais bon, moi, ça me perd toujours un peu. Puis je trouve que par rapport à la ligne directrice de l'histoire, c'est un peu ennuyeux de partir dans des coins comme ça, de gauche et de droite, sans que ça ait aucun vraiment rapport avec l'histoire. C'est vraiment dommage. Et puis mention spéciale, bien évidemment, aux 4 personnages principaux, Geralt, Ciri, Yennefer et Jaskier, qui sont vraiment top tous les 4. Et voilà, j'ai pris malgré tout du plaisir à les suivre tout au long de l'histoire, malgré ces petites digressions. Il y en a un peu trop à mon goût, mais voilà. Est-ce que c'est une série qu'on peut recommander au moins les 2 premiers tomes, voire d'aller jusqu'au 3e, puisque les 2 premiers tomes, ce sont des recueils de nouvelles. Le 3e, à partir du 3e tome, démarre vraiment l'histoire. Pourquoi pas, voilà, tentez à voir si vous, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment énormément cette série, qui ne sont pas du tout dérangées par ces digressions permanentes, qui moi m'ont un peu fatiguée. Mais voilà, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui aiment cette série. Donc voilà, je pense que le mieux qu'on puisse vous conseiller, c'est de faire votre propre avis. Voilà, savoir si ce genre de choses va vous brancher ou pas. Moi, je décroche complètement. Là, vraiment, il m'a un petit peu perdu par moment. Mais voilà, je suis malgré tout contente d'avoir été jusqu'au bout de la série. Ensuite, on va passer à 2 bonnes lectures, voilà, de ce challenge. Pas des coups de cœur, mais voilà, de bonnes lectures qui sont à peu près à un niveau, je dirais, équivalent. On va commencer par ma découverte de Hugh Howey et j'ai lu Phare 23. Donc celle-là, c'est une version de chez Babel que vous avez vu il n'y a pas très peu de temps en book haul. Un petit titre qui m'a permis de découvrir l'auteur et clairement, je dirais silo. Voilà, franchement, j'ai passé un bon moment avec ce titre. Phare 23, qu'est-ce que c'est? Donc on est alors au 23e siècle, l'homme a colonisé l'espace et à certains endroits de l'espace, ils ont installé des phares, la même chose que ce que vous avez sur Terre, hein, des gens qui permettent d'orienter comme ça les vaisseaux spatiaux qui pourraient s'égarer ou se cracher sur certains endroits dangereux. Et donc on va suivre un homme qui est donc dans le phare numéro 23 et on va le suivre. Alors je crois qu'il y a 4 histoires de mémoire. Je crois que c'est ça. Il y a 4 histoires. Alors, pas tout à fait différentes. En fait, la construction, elle est sympa. On a l'impression que c'est 4 nouvelles, mais c'est 4 nouvelles un petit peu indépendantes, mais sans vraiment l'être. Elles sont vraiment les unes à la suite des autres. Elles sont liées, les 4, mais c'est vrai que ça fait un petit peu construction de nouvelles. On pourrait presque les lire indépendamment. Au fur et à mesure de ces 4 nouvelles, on va découvrir l'homme qui est dans ce phare 23, pourquoi il y est, comment est-ce qu'il gère cette solitude, puisque voilà, c'est comme sur Terre, effectivement, hein, ces gens sont seuls au milieu de nulle part, quasiment. Là, pour le coup, il est vraiment au milieu de nulle part, dans l'espace.
voilà, on va le suivre. Moi, j'ai passé un très bon moment avec ce texte. Je trouve que c'est bien écrit déjà. Je trouve que la morale générale de ce texte, elle est intéressante. Yugowi aborde des thématiques, alors peut-être pas lourdes, mais des questions, vraiment des questions qu'on peut se poser, voilà, par rapport à la solitude, à la gestion de la solitude, par rapport au pardon, par rapport à la rédemption, par rapport à la guerre aussi. Et voilà, j'ai vraiment passé un très très bon moment avec ce texte. Moi, je vous le recommande vraiment si vous voulez découvrir l'auteur. Je pense que c'est vraiment une bonne porte d'entrée. Ça se lit très bien. L'écriture, elle est fluide, ou la traduction. Voilà, je sais pas trop. Voilà, il y a des choses assez intéressantes. Comme je disais, la construction avec ces espèces de 4 parties qui m'ont fortement fait penser à 4 nouvelles, même s'il y a un lien avec les 4. C'était vraiment sympa. Et voilà, moi, voilà, j'ai rien de plus à vous dire par rapport à ce titre, lisez-le, c'était une bonne lecture, et je pense que pour découvrir l'auteur, si on n'a pas envie de se lancer directement dans la grosse trilogie de Silo, c'est à mon sens une bonne porte d'entrée. Un autre livre de science-fiction qui a été une bonne lecture, c'est Plaguers de Jeanne A. Debat, c'est publié chez La Talente dans leur collection Poche. C'est donc une autrice française. Et alors ici, est-ce qu'on a la période précisément? Je ne crois pas. En tout cas, on est loin dans le futur. La Terre est complètement épuisée écologiquement. On a continué à la détruire complètement. L'air est complètement pollué. Il n'y a quasiment plus d'arbres. Enfin bref, la Terre est vraiment complètement détruite. Et puis, un jour, certains adolescents subissent une espèce de mutation, et ils deviennent capables soit de créer des créatures, soit de faire pousser des arbres, soit de purifier l'air. Donc un peu des espèces de X-Men, si vous voulez, de X-Men écologiques. Et ces adolescents sont récupérés par une association ou des structures qui les regroupent dans des espèces de maisons un peu pour les regrouper entre eux. Et la société exploite les dons de ces adolescents. D'abord, elle leur apprend à les maîtriser, bien évidemment, et puis après, à les exploiter pour le bien de l'humanité. Par exemple, vous avez certains adolescents qui sont capables de faire pousser des arbres, mais si les adolescents partent, s'ils ne sont pas là pour continuer à les faire pousser, les arbres meurent. Voilà. Et c'est le cas de tous ces adolescents. Quand ils font, par exemple, couler de l'eau, il y a un adolescent qui est capable de faire couler de l'eau, mais s'il n'est pas là, le fleuve qu'il a créé ne va plus fonctionner en fait. Donc ils sont exploités d'une certaine manière pour essayer de faire survivre la Terre. Franchement, c'était une bonne lecture. Voilà, ça m'a un petit peu fait penser à un titre asiatique que j'ai derrière, qui est Auprès de moi toujours, de Kazuo Ishiguro. Pas du tout, on n'est pas du tout dans la même thématique, hein, vraiment on n'est pas du tout dans ça, du tout dans Plaguers. Par contre, dans le fait de regrouper les adolescents dans un endroit précis, et j'ai retrouvé qu'il y avait certaines thématiques qui revenaient Auprès de moi toujours et dans Plaguers par rapport à l'adolescence, comment l'adolescent grandit, comment il évolue, comment il va passer de l'adolescence à l'âge adulte, sachant que là en plus ils doivent passer de l'adolescence à l'âge adulte, mais avec des pouvoirs qui sont inconnus, c'est-à-dire que quand les autres ne sont pas capables de les aider à gérer forcément leur pouvoir, c'est difficile. Voilà, donc cette thématique-là, ça m'a fait penser à Auprès de moi toujours d'Ishiguro, que je vous recommande si vous n'avez pas lu. D'ailleurs, il y a également une adaptation cinématographique, voilà, toujours, ou comment caser un titre asiatique là où c'était pas prévu. Mais voilà, Plaguers, on n'est pas du tout dans la même thématique. Hein. Si vous avez lu Auprès de moi toujours, vous ne retrouverez pas, en dehors de cette thématique adolescente, le reste de l'histoire, c'est deux choses complètement différentes. Hein. Dans l'écriture et puis dans les thématiques abordées, pas du tout. Là, on a quand même une forte dimension écologique, hein, vraiment très très présente, très très importante. Et puis, je ne sais que vous en dire en fait, parce qu'elle va aussi après prendre une orientation sur des espèces de mutations que j'aurais bien du mal à vous expliquer. C'était super intéressant. L'univers, il est vraiment original par rapport à ce qu'elle déploie. Ça se passe en France, donc c'est vrai que ça c'est sympa aussi, puisque voilà, la science-fiction, en tout cas moi de celle que j'ai lue, ça se passe rarement en France, et là c'est le cas, on est en France. J'ai eu l'impression, quand j'ai fini ce titre, d'avoir lu un ovni, d'avoir lu quelque chose
Vous savez, ce genre de titre que vous avez lu et que vous relirez peut-être jamais, quoi. Enfin, voilà, c'est un titre assez unique, peut-être, effectivement. Moi, je vous le recommande si vous aimez la science-fiction. Je ne suis pas certaine d'avoir forcément compris 100% de la fin, mais, c'était une lecture très très chouette. Et voilà, moi, je vous la recommande également, Plaguears, tout comme Phare 23. Voilà, c'est la science-fiction écrite par une femme en plus, donc voilà. Et moi, j'ai passé un très très bon moment avec ce titre et je lirai, je pense, d'autres titres de Jeanne Adebat également, puisque j'ai beaucoup aimé son écriture, que j'ai trouvé très fluide et dans la manière en plus de nous expliquer les choses abordable, vraiment très abordable. C'est pas toujours le cas. Et là, quand elle explique certaines choses, on visualise très bien et on comprend très bien ce qu'elle est en train de nous raconter. Vraiment, c'était une très chouette lecture. Voilà, n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas ce titre, franchement, voilà, moi je vous le recommande, tout comme Phare 23. Et je vais terminer par mes deux meilleures lectures. Il n'y a pas eu de coup de cœur, mais vraiment des excellentes lectures et j'en suis absolument ravie. Donc, j'ai adoré le tome 2 des bannis et des proscrits. Pas du tout, et des proscrits. C'est donc Les Foudres de la sorcière de James Clemens. Moi, j'ai la version France Loisirs. Ils viennent de ressortir en poche chez Brajlon. Oui, Brajlon Poche. Avec une très jolie couverture. Franchement, lisez-le. C'est de la fantaisie un petit peu dark, mais moi, je trouve pas trop. Ça reste assez accessible malgré tout. Ici, on va rencontrer Elana dans le premier tome, une jeune adolescente qui va se retrouver, va se rendre compte du jour au lendemain qu'elle a des pouvoirs de sorcière, sauf que dans ce monde, les femmes n'ont pas de pouvoir. Et elle va se retrouver au cœur d'une prophétie, comme beaucoup de titres de fantasy, hein, ça reste le pitch de base, il est classique. Elle va intégrer, enfin un certain nombre d'autres personnages vont se rallier à elle. Et donc on va poursuivre la quête principale dans ce tome 2. Un tome 2 où on a, comme on peut le deviner un petit peu, en tout cas sur la première partie du roman, l'apparition d'un personnage multipathe, dont je ne suis pas très très fan. J'avais un petit peu d'appréhension, mais ça va, ça a été, voilà. Je ne suis pas arachnophobe, je n'aime pas trop les araignées. Là, ça va, ça reste quand même, voilà, il y a 2-3 trucs qui m'ont un peu, voilà. Donc si vous êtes arachnophobe, je ne suis pas sûre que vous allez réussir à lire ça, mais ça passe. Franchement, ça passe. Pour ceux qui juste n'aiment pas trop les araignées, ça passe. C'est une excellente lecture. Franchement, j'aime beaucoup le groupe qui est constitué autour d'Elena. J'aime beaucoup l'écriture de l'auteur. C'est hyper addictif, ça se lit tout seul. Oui, c'est assez gros. Hein. Il fait quand même presque 700 pages, en tout cas la version que j'ai. Franchement, je l'ai lu, alors j'irai pas jusqu'à dire vite, mais je lis vraiment très facilement. C'est très accessible. Je trouve que c'est une bonne série peut-être pour découvrir la dark fantasy. Il y a quelques petits éléments un petit peu sombres, mais on n'est pas non plus dans des choses vraiment très très glauques et très très horribles, donc ça passe vraiment bien. La compagnie un peu qui est créée autour d'Elena, je l'aime beaucoup. Il y a vraiment plusieurs personnages qui sont très très chouettes. Dans ce tome 2, à la fin, on a un élément qu'on voit arriver et je pense que dans le tome 3, ça va être sûrement développé par l'auteur, donc ça va être très très chouette aussi. J'ai vraiment hâte de lire la suite, vraiment, moi je vous la recommande, Les Bannis et les Proscrits, c'est vraiment une très très chouette saga de fantasy. Voilà, je ne sais que dire de plus, si ce n'est lisez-le, moi j'ai passé un excellent moment et j'aime beaucoup cette série. Et donc, une autre série, pour le coup un tome 1 que j'ai aussi beaucoup aimé, vraiment j'ai été très agréablement surprise. Donc c'est Pug l'apprenti, les chroniques de Krondor, le tome 1, c'est de Raymond Ifest. Donc moi j'ai une vieille édition de chez J'ai lu. Ça a été republié depuis chez Milady en poche, Milady ou Brajlon. En tout cas en poche, vous pouvez les trouver, peut-être en neuf. Je crois qu'en occasion c'est un peu compliqué, mais en neuf vous devez avoir le moyen de vous les trouver dans des couvertures un petit peu plus sympas. Donc Pug l'apprenti, c'est quoi? C'est une saga de fantasy qui date des années 80, 1982. Je crois que depuis l'auteur l'a un petit peu retravaillé, mais l'origine c'est 82. On est dans de la fantasy hyper classique. On va rencontrer un jeune garçon qui s'appelle Pug, qui va se retrouver, qui est orphelin et qui va être embauché, recruté, je ne sais pas trop comment dire, par le sorcier du royaume dans lequel il vit et il va devenir son apprenti et il va se retrouver mêlé en plein cœur à nouveau d'une guerre.
Donc là, on est dans de la fantasy des années 80, donc c'est hyper classique. Le pitch, il a rien d'original. Un jeune garçon qui est recruté par un sorcier. On a vu ça des dizaines et des dizaines de fois. Mais j'ai trouvé que l'écriture de Raymond Ifest, elle était vachement moderne. Franchement, on a des descriptions, certes, mais j'ai pas trouvé ça ennuyeux du tout. Le roman, il est quand même aussi assez gros, hein, 500 pages de fantasy des années 80, ça aurait pu être ennuyeux, mais non, pas du tout. Alors, un peu comme dans les années 80, on a ce personnage principal, Pug, qu'on rencontre au sortir de l'enfance, et puis après qu'on va suivre un petit peu à la fin du tome, on est plutôt dans l'adolescence. Donc, une fantaisie classique. Ce jeune gamin, il est un petit peu niais, il est pas... comment dire, il a un peu le syndrome de Fitz, quoi. Il est pas, c'est pas le premier de la classe, quoi. Il est gentil. Voilà, c'est un bon gars, c'est un bon gamin. Voilà, c'est un bon gamin. Il voulait être chevalier, mais il est recruté par le sorcier. Bon, bah tant pis, hein, voilà, il va faire de son mieux, mais bon, voilà. On se doute bien que, vu ce qui se passe tout au début, il a quelques pouvoirs qui, à mon avis, vont être exploités dans le reste de l'histoire. Mais au début, voilà, c'est un bon gamin, quoi. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est un peu le syndrome de la fantaisie des années 80 avec voilà, ce Puck qui est bien gentil. Voilà, il est bien gentil. On va rester sur ça, je pense, il est bien gentil. C'est finalement pas forcément lui qui est au cœur des histoires de ce premier tome. Il a un petit peu tendance à être un peu spectateur. Mais c'est pas grave. On l'aime bien quand même. On sent qu'il a un bon fond. Et puis on sent, avec ce que met en place l'auteur, que sur la suite, voilà, on va avoir des choses qui vont se déployer autour de lui. Moi, j'en suis certaine. C'est efficace, c'est bien rythmé, c'est très agréable à suivre. On a un petit côté très Tolkien, hein. Dans les années 80, c'était assez courant avec toutes les créatures qu'on connaît, qu'on va retrouver, l'espèce de compagnie qui va se former. On a des elfes, des nains, des magiciens et des hommes. Voilà, c'est assez. Voilà. Quand je dis que c'est une fantaisie classique, effectivement, voilà, si vous n'aimez pas du tout cette fantaisie un peu des années 80, qui ressemble quand même beaucoup au Seigneur des Anneaux, même s'il s'en éloigne, hein, sans aucun doute, c'est en aucun cas un plagiat ni une copie, pas du tout. Voilà, si vous n'aimez pas du tout ça, passez votre chemin. Après, si vous aimez la fantaisie classique, comme je l'ai déjà dit au moins 20 fois dans cette vidéo, allez-y. Moi, j'ai passé un très très bon moment. Je lirai la suite avec grand plaisir. Et j'ai hâte de voir ce que l'auteur va nous proposer pour le reste de la saga. Ça reste un tome un peu introductif, mais il perd pas de temps quand même à rentrer dans le cœur de l'action quand même. Hein. Faut pas comment dire, dire le contraire non plus, parce qu'il se passe quand même pas mal de choses dans ce tome. On est très très loin de s'ennuyer malgré tout. Voilà, donc c'était également une très bonne lecture et je lirai la suite, j'espère, prochainement. J'espère, en tout cas, ça reste un de mes objectifs, de ne pas faire trop traîner mes sagas. Vous le savez, j'aime pas trop étendre mes lectures des tomes de saga. Donc voilà, mon bilan du Ridaton SFFF est terminé. Comme vous l'avez vu, plutôt des bonnes et des très bonnes lectures. J'en suis ravie. Si Perfect Flow reconduit son Ridaton l'année prochaine, j'y reparticiperai avec grand plaisir. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces titres, si vous les connaissez, et me donner votre avis, qu'ils soient similaires ou différents du mien. Je serais ravie d'échanger avec vous. N'hésitez pas non plus en barre d'informations, vous avez mon compte Instagram et ma page Livre Addict, si vous voulez suivre mes lectures, j'allais dire de manière un petit peu plus précise. Je vous remercie également de mettre des pouces bleus, ce que vous faites très spontanément sans que je réclame quoi que ce soit. Je vous en remercie grandement. Ça aide beaucoup à la visibilité de la chaîne. Je ne le demande pas habituellement parce que je ne veux jamais obliger personne à le faire. Mais si vous le faites, grand merci à vous. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.